Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Psychologie de comptoir. Aujourd'hui nous allons parler d'amour. Et oui, je ne mentais pas lorsque je vous disais que c'était l'un de mes genres préférés, tout format confondu. Manga, roman, film, série, bande dessinée, je serais toujours enclin à bondir sur ce genre d'œuvres qui se ressemblent pourtant toutes, mais qui ont ce je ne sais quoi qui font tout leur charme. J'ai eu l'idée de cette chronique en regardant une de mes séries coup de cœur. Oh really? Et je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer comment je choisis 75% de mes séries. Car si pour 25% du temps c'est de la recommandation comme Supernatural et les 10 derniers pourcents de la curiosité, notamment pour les dramas coréens, le reste des séries et des films que je regarde sont uniquement dus au fait que dans cette série ou ce film, il y a un acteur ou une actrice que j'adore. Cela peut paraître un peu surfait, mais c'est une manière ou une autre de s'intéresser à des œuvres qui peuvent sortir des sentiers battus, mais aussi des genres qu'on regarde. Par exemple, je ne suis pas une fanat des biopics. Pourtant, grâce à Matt Smith et Michael Sheen, je m'étais intéressée aux œuvres The Crown, l'histoire de la reine d'Angleterre et son arrivée au pouvoir, et Masters of Sex, histoire du docteur Masters, dont les recherches ont apporté beaucoup sur la sexualité féminine en général, malgré les controverses qu'il y a pu avoir sur la suite des études. C'est clairement le genre d'œuvres sur lesquelles je ne bondirais pas et qui sont pourtant des séries excellentes. De la même manière, on peut aussi découvrir des œuvres peu connues comme une partie de la carrière de David Tennant, dont certains de ses meilleurs rôles sont dans des films ou des séries méconnues du grand public et surtout du grand public français puisqu'il n'en existe aucune version traduite. Je ne vais pas blablater plus longtemps car c'était une parenthèse et je ne sais pas faire des parenthèses courtes comme vous avez dû le remarquer. Donc nous allons parler d'amour et là c'est pas une blague, on va vraiment parler d'amour. Et particulièrement d'un genre en particulier, le trio diabolique. Car les couples c'est déjà compliqué, le personnage principal va forcément faire quelque chose qui va décevoir la personne qu'il souhaite conquérir, la personne qu'il souhaite conquérir va forcément dire des trucs pas très gentils, il va y avoir des personnes sur le coup, etc. C'est pas facile de finir avec le gars ou la fille au final. Alors imaginez un trio diabolique. C'est comme ça qu'on fait un rire démoniaque. Alors il existe deux types de triangles bien évidemment. On a le premier triangle, le classique qu'on pourrait appeler le Twilight, c'est-à-dire que chaque personnage impliqué dans le triangle est un personnage principal. Puis on a le deuxième cas de figure, le triangle qu'on pourrait appeler le triangle How I Met Your Mother. Ce triangle implique donc deux personnages principaux, en général le choix final du spectateur et du public, et un personnage récurrent. À part au cinéma et dans quelques séries, le triangle va souvent évoluer au fur et à mesure des prises de décision du personnage. Et comme dit il y a quelques secondes, dans le cadre du triangle How I Met Your Mother, les deux personnages principaux seront toujours dans le triangle, contrairement au personnage récurrent qui va changer à plusieurs reprises et qui donc amène le spectateur à choisir spontanément le personnage principal comme véritable âme sœur du personnage central. Je ne vais pas révéler le nom de la série coup de cœur pour le moment et plutôt parler des trois personnages dont nous avons besoin pour mettre en place un triangle amoureux. Le premier élément est le personnage central de l'intrigue. Ce personnage sera donc au sommet du triangle amoureux. Alors le pattern de ce personnage n'est pas forcément défini et il est plutôt marqué par le public que vous essayez de toucher. Par exemple, si vous essayez de toucher un public adolescent, le personnage sera au lycée, alors que si vous essayez de toucher un public adulte, le personnage sera sûrement déjà en train de travailler. Le problème est que dans le cinéma et dans les séries, tout est variante et liberté, et donc on ne fera jamais la même chose pour attirer le public, en particulier un public jeune qui est en constant mouvement. Elle dépend du pays dont elle est origine, de la culture qui est en place dans ce pays, du contexte historique en place et en conséquence du message que l'on veut faire passer à ce public. Ce qui marchait à une époque n'est pas susceptible de faire l'unanimité aujourd'hui, et d'ailleurs la naissance de la nouvelle vague française prouve que les codes qui fonctionnaient dans les années 30 ne sont plus d'actualité dans les années 50-60. Et si c'est le cas pour la catégorie socioculturelle, il faut savoir que le pattern n'est pas régulier non plus pour les trois autres catégories. Bref, même si le personnage principal n'est jamais le même d'une œuvre à une autre, on va retrouver deux types similaires à toutes les œuvres de triangle amoureux quand il s'agit des partenaires de ce dernier. Et là je vais enfin vous révéler notre série du jour, Younger. Younger est une série créée par Darren Star en 2015 racontant l'histoire de Lisa Miller, une jeune femme quarantenaire qui ne trouve plus de boulot dans les maisons d'édition à cause de son âge. Elle décide alors de mentir sur ce dernier après sa rencontre avec Josh qui lui donne presque 15 ans de moins et se trouve embourbée dans son propre mensonge qu'elle ne peut plus révéler au grand public sans risquer un scandale. Lisa rencontre Charles, bel homme élégant, chef d'édition d'une des plus grandes maisons d'édition du pays, et donc Josh, un jeune plein d'entrain, propriétaire d'un salon de tatouage et bordel de merde beau comme un dieu. Et oui, c'est pour lui que j'ai regardé cette série. Vous vous souvenez évidemment de la série Championne à tout prix dont je vous ai parlé dans mon épisode 5 ? Eh bien j'ai découvert cet acteur, Nico Tortorella, à travers cette série. Et à l'époque, il n'avait déjà pas de chance puisqu'il était en compétition avec Damon Young, son meilleur ami, pour l'amour d'Emily Kmetko. Et dans les deux séries, il aura été à deux positions différentes, le bon et le mauvais choix. Je m'explique.
C'est parti pour la présentation des deux catégories du jour. Nous allons donc commencer par déterminer la différence entre les deux choix que peuvent faire le personnage, le bon et le mauvais choix. Très basique, mais je m'explique. Le premier choix, le bon choix, est la sécurité. Il est bon, gentil, doux, patient et ne vient pas draguer le personnage en premier lieu, bien que l'on sente le coup de foudre. Il n'a pas forcément d'atout physique, du moins il ne se repose pas dessus comme le deuxième choix. Le personnage principal tombe d'ailleurs généralement sous son charme de par sa bonté et son charisme, et pas forcément son physique. De plus, c'est généralement un personnage stable, financièrement, professionnellement, psychologiquement, etc. Il est le bon choix. Le deuxième choix, le mauvais choix, n'est pas une erreur mais présente beaucoup de points qui le mettent en désavantage. Instable, c'est le personnage séducteur, beau garçon, mais qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut d'un point de vue de relation ou d'autres situations de sa vie. Dans la plupart des catégories du tableau de psychologie, il présente une instabilité qui fait que le personnage ne devrait pas le choisir. Pourtant, ce personnage est clairement celui qui séduit le personnage central. Il est beau et il le sait. Il attire par son mystère, sa beauté et le fait qu'il ne soit pas conforme aux règles. Il représente le choix le plus dangereux pour le personnage principal. Donc dans notre exemple, nous avons Charles, le choix safe et plus approprié, et de l'autre, Josh, le choix bancal et moins approprié. Charles est directeur d'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis, la quarantaine, divorcé et passionné par les livres. De par ses goûts, sa situation sociale et surtout son âge, il partage plus de points communs avec Lisa que Josh. Josh est un jeune tatoueur indépendant mais qui n'aime lire que les mangas. Déjà exclu de l'école, il est décrit comme peu intelligent par certaines femmes qu'il a rencontrées. Ils n'ont rien en commun, mais Josh est attentionné, gentil et veut le bien de Lisa. Et durant les 6 saisons, Lisa va hésiter entre les deux. L'hésitation est en général sur plusieurs points. Le premier et le plus simple, c'est que le mauvais choix n'a pas les mêmes attentes dans la vie que le personnage principal. Ici, Josh aimerait avoir une famille, mais à son âge, Lisa n'envisage pas de refaire sa vie. Elle décide donc, malgré son amour, de le quitter afin qu'il puisse vivre sa vie sans qu'il se prive pour elle, quand bien même Josh n'est pas prêt à avoir une famille demain. Le deuxième, ce sera l'évolution du personnage central. En général, dans un triangle amoureux, le personnage central arrive dans un nouveau milieu dans lequel il va évoluer, apprendre, changer. En conséquence, ce qu'il attendait au début de la série va changer et ce qui l'attirait dans le personnage bon choix va lui paraître lassant ou dérisoire. On bondit jusqu'au début de la saison 6 où Lisa finit par révéler son secret à Charles qui, malgré qu'il soit blessé par ce mensonge, accepte de sortir avec elle. Mais Lisa ne cherche plus cette vie posée, riche, adulte. Sa vie a changé, la menant à vivre comme une milléniale, une vie qu'elle apprécie et qui se rapproche plus de celle de Josh plutôt que celle de Charles. Ce sont les deux points qui seront principalement la cause de l'hésitation du personnage, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu, variables selon les séries ou les films. La différence d'âge, ambitions différentes, difficultés relationnelles, changement de vie, etc. Et même si l'hésitation vient souvent du personnage central, elle peut aussi venir du personnage partenaire qui peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre ou qui peut décider qu'il doit vivre sa vie indépendamment du personnage principal qui n'a pas les mêmes rêves. Et comme dit dans le premier épisode de cette chronique, les facteurs extérieurs à la série peuvent influencer la finalité du personnage principal à finir avec un personnage plutôt qu'un autre au-delà du scénario. Par exemple, dans Bridget Jones's Baby, le choix du personnage principal ne se fait plus entre Daniel Cleaver et Mark Darcy contrairement aux deux premiers volets, mais entre Mark Darcy et Jack Quant. La raison à cette absence du personnage serait due au fait que lors de la lecture du scénario, l'acteur Hugh Grant n'aurait pas été convaincu par le scénario qui n'était pas adapté du dernier livre de Ellen Figlin, Bridget Jones folle de lui, et n'aurait pas trouvé sa place dans cette œuvre qui mettait en scène un troisième prétendant. Du coup, le trio n'est pas le même si l'esprit de la chose reste le même, une femme partagée entre deux hommes, et honnêtement, à la place de Mark Darcy, j'aurais abandonné au début du troisième film. Bien entendu, la majorité des exemples de trios de ce genre sont avec un personnage féminin au milieu de deux personnages masculins. C'est tellement un cliché qu'une scène de How I Met Your Mother illustre bien cette situation où l'on est persuadé que les deux hommes se battent pour la même femme car l'on voit l'histoire du point de vue de Ted intéressé par la femme alors que c'est pour l'attention de Ted que la jeune femme et Gary Blowman se battent. La liste est longue et pas uniquement dans les séries romantiques mais je vais faire le plus rapidement possible. Younger, Skins, le journal de Bridget Jones, Twilight, Vampire Diaries, Harry Potter, oui c'est court mais c'est un trio, New Girl, Jane the Virgin, Le Destin de Lisa, sa version américaine Ugly Betty, While You Were Sleeping, Blackpool, Orange is the New Black, etc. etc. Et le trio amoureux c'est assez ancien dans le monde du cinéma et pas que d'ailleurs, car Les Enfants du Paradis de Marcel Carné ou L'Opérateur de Edward Sedgwick et de Buster Keaton mettaient déjà en scène des femmes prises entre deux hommes différents, l'un représentant la stabilité et l'autre l'incertitude. Et nous sommes à la fin des années 20 et au milieu des années 40. Bien que l'incertitude de l'époque était de quitter un potentiel époux ou de commettre l'adultère avec un homme que l'on aime, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui.
On pourrait donc penser qu'avec la multiplication de ces films et de ces séries qui mettent en scène la femme au milieu des hommes, c'est un genre uniquement féminin. Après tout, c'est un cliché aussi, la romance c'est pour les femmes. Twilight représente bien ce genre de triangle amoureux un peu à l'eau de rose. Mais à vrai dire, il existe aussi des œuvres mettant en scène un personnage masculin au milieu de deux personnages féminins. C'est le cas de Glee où Finn Hudson est partagé entre la certitude Rachel Berry et l'incertitude Queen Fabray, de Community où Jeff est pris entre Britta et Annie, ou encore de Masters of Sex où Bill développe des sentiments pour Lizzie qui ne recherche plus de relations sérieuses alors qu'il est marié à Caitlin. En film, il y a aussi The Perks of Being a Wallflower où Charlie est partagé entre Sam et Mary Elizabeth. Mais mon exemple préféré est de loin Casanova créé par Russell T Davies, créateur de la nouvelle série Doctor Who en 2005. On suit donc la vie décadente de Casanova à travers son souvenir qu'il raconte à une jeune servante. Véritable don Juan, il brise des cœurs sur son passage jusqu'à ce que le sien tombe dans les mains d'Henriette, une jeune femme vouée à se marier au duc de Grimani. Alors Henriette s'éloignant de lui, Casanova tombe amoureux d'une autre femme qu'il croit être un homme, Bellino. Henriette le rejetant une fois de plus, préférant une vie stable auprès du duc, il est prêt à se montrer avec lui bien avant de connaître son sexe. Casanova trépigne, ils sont tous les deux audacieux, différents, rêveurs. Elle est l'incertitude là où Henriette est la stabilité. Mais Bellino comprend qu'elle n'est pas celle que le cœur choisit et laisse sa chance à Giacomo d'atteindre Henriette. Alors que se profile l'espoir d'un mariage, le duc de Grimani arrive à faire arrêter Casanova pour meurtre. Séparés à tout jamais, Henriette et Casanova ne se reverront qu'une fois sans pouvoir discuter. Malgré tout, l'histoire se finit sur Casanova qui reçoit dans les dernières heures de sa vie les derniers mots d'Henriette à son sujet, la rejoignant au paradis pour toujours. Ce qui me permet de faire une semi-conclusion à ce propos. En général, le personnage central est voué à choisir le choix le plus sain pour lui, ce qui fait le plus sens et qui l'amène à son objectif. Ce choix est celui d'une vie, de sa vie. Et non, ce n'est pas forcément le choix le plus safe, car dans la vie, la sécurité n'est pas une garantie de l'amour. Dans New Girl, Jess est partagé entre son amour pour Sam, médecin financièrement stable et prêt à fonder une famille, et celui pour Nick, un amour qu'il a déjà séparé de Sam auparavant. Nick qui est pauvre, maladroit, instable et qui n'est pas encore prêt pour tout ça. Pourtant, il est le choix le plus sain pour Jess. Nick a toujours tout fait pour elle dès le premier épisode et elle a toujours essayé de le protéger. Ils sont voués à être ensemble. Les personnages suivent leurs sentiments les plus sincères. Dans Blackpool, dont on reparlera certainement plus tard, Natalie sacrifie son mariage malheureux avec Ripley pour un coup de foudre avec Peter qui la traite comme elle l'a toujours rêvé. Piper choisit Alex au lieu de son mari, quand bien même elle est la raison de son emprisonnement et qu'elles seront séparées quand Piper quittera la prison plus tôt parce qu'elle est convaincue de son amour pour elle. Je vais m'arrêter là car ça n'a pas de fin et j'ai encore plein d'exemples qui fleurissent dans ma tête. Bien souvent, malgré tout, le personnage principal va se diriger vers le choix le plus sécurisant pour la simple et bonne raison qu'en général, il s'agit de l'amour à l'état pur comme Bridget Jones, Isabella Swan, Effie Stoneham, Jeff Winger, Stiles Stilinski, Finn Hudson, Harry Potter et Ron Weasley. Tous ces personnages choisissent à la fois la sécurité d'un personnage stable et fait pour eux et un amour qu'ils éprouvent en général dès la première seconde de leur rencontre avec le personnage. Le personnage que l'on va appeler le personnage partenaire, ici Mark Darcy, Edward Cullen, Freddie McClure, Annie Edison, Lydia Martin, Rachel Berry, Ginny Weasley et Hermione Granger, va s'accrocher au personnage principal comme un aimant, quand bien même il sera mis de côté à plusieurs reprises, ne sera pas le premier choix du personnage qu'on appellera du milieu, et quand bien même l'issue ne semble pas positive pour eux. Ils vont protéger leur partenaire envers et contre tout, et surtout l'apprécier à sa juste valeur, parce qu'ils les aiment. Comme vous avez dû le comprendre maintenant, que le personnage soit le bon ou le mauvais choix, la raison pour laquelle ils sont réunis ensemble est celle de l'amour qui, comme dit plus haut, se fait ressentir dès les premières minutes de leur rencontre. Ginny a toujours été amoureux de Harry, Nick a annulé une soirée pour sauver Jess de l'humiliation, Rachel a ouvert les yeux sur Finn depuis la duperie de Queen, Freddie a sauvé Effie, Alex a été un soutien moral pour Piper durant son incarcération, Peter aide Nathalie à se sentir femme et aimée de nouveau, etc., etc. Les exemples se multiplient et je suis sûre que vous-même vous avez d'autres exemples en tête que je n'ai pas cités. Je vais conclure cet épisode car je pense qu'il y a beaucoup d'informations et que c'est bien de s'arrêter tant qu'il en est temps. Au final, ce type de triangle où le personnage doit prendre une décision est typique du dilemme cornélien où le personnage doit choisir entre le devoir et l'amour. Ici, l'amour est les deux choix, mais le personnage doit choisir entre la sécurité ou l'instabilité. Parfois, le choix est même tellement difficile que le personnage concerné ne peut prendre de décision, comme dans Les Enfants du Paradis où Claire s'enfuit dans la foule alors que Baptiste la suit, le tout pour éviter sa souffrance et la souffrance de son enfant. De nos jours, les personnages, bien que non similaires dans leur histoire, sont similaires dans la manière de les créer. Le bon choix est, comme je l'ai répété à multiples reprises, l'idéal du personnage du milieu et correspond à sa stabilité sociale, financière, psychologique. Le mauvais choix a cependant son importance car lorsque le personnage du milieu était dans une situation difficile, ce personnage sera un soutien et un réconfort pour lui. Peu importe la décision que prendra le personnage central, une chose est sûre, vous vous serez attaché à l'un des deux personnages dans le triangle et vous vous battrez pour le chip que vous voulez voir gagner.
C'est donc la fin de ce nouvel épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'attends votre avis sur cette construction de personnages dans les commentaires. Comme vous le savez, cela ne reste que mon avis et je suis ravie d'en débattre avec vous. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres œuvres qui ne sont pas citées dans cet épisode, n'hésitez pas à les donner par la même occasion pour faire découvrir aux autres et à moi-même le plus d'œuvres dans ce monde d'originalité. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et j'espère que nous nous reverrons bientôt pour une prochaine chronique. Bye bye!